Une tempête s'abattait sur Paris en cette nuit d'avril. Les rues du canal Saint-Martin étaient pratiquement désertes, à l'exception des occasionnels chauffeurs de VTC qui s'aventuraient encore au milieu des inondations. À l'atelier Saint-Martin, Roger Dupont comptait pour la 3e fois les dernières liasses de billets, comme si la somme pouvait magiquement augmenter. 1500 €, exactement le prix du médicament de ma mère, murmura-t-il pour lui-même, rangeant l'argent dans la poche de son jean délavé. Le petit atelier hérité de son père Sébastien 5 ans auparavant subsistait avec difficulté dans ce quartier de plus en plus gentrifié. Les hipsters et les nouveaux restaurants branchés contrastaient avec l'établissement simple qui, malgré sa peinture écaillée, conservait une réputation d'honnêteté remontant à 3 décennies. Roger passa la main dans ses cheveux grisonnants prématurément. À 42 ans, son visage marqué par le soleil et les soucis montrait plus d'âge qu'il n'en avait réellement. Ingénierie mécanique à la Sorbonne, cursus abandonné en 3e année lorsque Madame Thérèse, sa mère, a reçu le diagnostic d'une maladie auto-immune rare. Il n'y avait pas le choix à ce moment-là. Étant fils unique, il avait repris l'atelier de son père pour subvenir au traitement de sa mère. Un éclair illumina le petit bureau où il révisait les comptes. Le bruit de la pluie s'intensifia, tambourinant sur le toit métallique. Roger consulta sa montre. 19h30. La pharmacie fermerait à 22h. Il devait aller chercher le médicament aujourd'hui même, car Madame Thérèse ne pouvait pas passer un seul jour sans sa médication. Le rugissement caractéristique d'une moto de grosse cylindrée interrompit ses pensées. Le son hésitant indiquait des problèmes mécaniques. Instinctivement, Roger se leva et se dirigea vers l'entrée de l'atelier, où il trouva une silhouette trempée poussant une Ducati Panigale V4, un modèle qui coûtait plus que tous ses biens réunis. « J'ai besoin d'aide » dit la femme, retirant son casque et révélant un visage aux traits délicats et aux yeux en amande. Ses cheveux noirs, maintenant trempés, encadraient un visage visiblement préoccupé. « Vous avez de la chance. J'étais sur le point de fermer, » répondit Roger, aidant la femme à pousser la moto à l'intérieur de l'atelier. « Je suis Roger Dupont. »« Julie Moreau, » répondit-elle, tendant sa main mouillée. La moto a commencé à caler rue Beaurepaire et s'est simplement arrêtée. J'ai un besoin urgent qu'elle fonctionne. J'ai des rendez-vous incompressibles demain matin. Roger examina rapidement le véhicule, ouvrant le panneau latéral avec la précision de quelqu'un qui connaissait chaque vis. Problème de pompe à essence. Il faudra la remplacer, diagnostiqua-t-il après quelques minutes. Malheureusement, je n'ai pas cette pièce en stock. Pour ce modèle importé, je dois la commander auprès d'un fournisseur spécialisé. Et combien de temps cela prendrait-il ? Demanda Julie, tordant nerveusement la manche de sa veste en cuir. Normalement 2 jours, mais je connais quelqu'un qui peut livrer demain matin avec un supplément d'urgence, expliqua Roger, calculant mentalement les coûts. Cela reviendrait à environ 1500 €, incluant la pièce et la main-d'œuvre. Le visage de Julie montra un soulagement momentané, jusqu'à ce qu'elle ouvre sa petite sacoche imperméable. Son visage se transforma en panique. « Mon portefeuille, je l'ai oublié dans mon autre sac, » dit-elle, vidant le contenu sur le comptoir. « Je n'ai que 450 € en espèces ici. » Roger observa la scène avec un soupir intérieur. La femme portait des vêtements qui, même mouillés, révélaient leur qualité. La moto valait plus qu'un petit appartement, dans de nombreux quartiers de Paris. Cependant, quelque chose dans le désespoir sincère de ses yeux le toucha. « Écoutez, je peux avancer le prix de la pièce. Vous paierez le reste demain quand vous viendrez chercher la moto, » suggéra-t-il, allant à l'encontre de toutes les règles commerciales que son père lui avait enseignées. « Vous êtes sûr ? Vous ne me connaissez même pas, » répondit Julie, clairement surprise par l'offre. Roger sentit le poids de l'argent dans sa poche, le médicament de Madame Thérèse. Il aurait encore le paiement d'un client demain, peut-être que ça irait. « Mon père disait toujours que le plus grand capital d'un homme est de faire confiance aux gens, » répondit-il, essayant de se convaincre plus qu'elle. « Je vais appeler le fournisseur tout de suite. » Pendant que Roger passait l'appel, Julie observait l'atelier. Sur les murs, parmi les outils organisés, il y avait d'anciennes photos. Un homme plus âgé, avec le même sourire que Roger, enlaçant une femme à l'expression douce. Roger plus jeune, portant une blouse à une foire scientifique. Un certificat partiellement visible de l'Université de Paris. La pluie ne faiblissait pas. Quand Roger termina,
L'appel confirmant la livraison de la pièce pour le lendemain matin, il réalisa qu'il ne pouvait pas simplement renvoyer la femme par ce temps orageux. « Vous avez déjà dîné ? J'ai une gamelle que ma mère a préparée. Ce n'est rien de sophistiqué, mais on peut partager, proposa-t-il, désignant un petit coin avec une table et un micro-ondes. Julie hésita un instant, comme si elle évaluait une proposition inhabituelle, mais la faim fut la plus forte. Elle finit par accepter avec un sourire timide. Assis à la table simple, partageant une boîte repas avec du riz, des haricots, un steak et de la salade, la conversation s'engagea étonnamment facilement. Roger raconta son rêve interrompu de devenir ingénieur, comment il avait repris l'atelier après la maladie de sa mère, les difficultés de maintenir une petite entreprise dans la ville la plus chère du pays. « Vous ne regrettez pas ?» demanda Julie, sincèrement intéressée. « D'avoir abandonné la fac, je veux dire. »« Parfois, » admit Roger, servant de l'eau dans des verres en verre réutilisés de pots de confiture. « Mais la famille est la famille. Ma mère m'a élevé seule après le départ de mon père. C'était le moins que je pouvais faire. » Quelque chose dans la sincérité de cet homme fit Julie détourner le regard, comme si sa vulnérabilité exposait quelque chose en elle-même. « Et vous? Vous travaillez dans quoi ?» demanda Roger. Un moment d'hésitation. « Je travaille dans les ressources humaines, » répondit Julie, remuant le riz avec sa fourchette, dans une grande entreprise. « Ça doit être intéressant de gérer des gens toute la journée, » commenta Roger. Julie eut un rire amer. « En fait, c'est épuisant. Parfois, j'ai l'impression d'être une machine à faire. De l'argent, des chiffres, des objectifs, des résultats. Et à la fin de la journée, qu'est-ce qu'il reste ?» Le silence qui suivit fut rempli par le son de la pluie, maintenant plus douce. « Désolée, » dit-elle, « je ne voulais pas paraître ingrate. J'ai une vie confortable, je ne peux pas me plaindre. »« Tout le monde peut se plaindre, » répondit Roger avec un sourire doux, riche, pauvre, classe moyenne, chacun avec ses problèmes. La conversation continua pendant que Roger préparait un café. Julie s'enquit de la maladie de sa mère, faisant preuve d'une connaissance surprenante des traitements médicaux. Roger parla de sa passion pour les motos anciennes, qu'il restaurait le week-end comme hobby. Vers 22 heures, la pluie cessa enfin. Julie aida à faire la vaisselle, insistant malgré les protestations de Roger. Il y avait quelque chose de libérateur pour elle dans ce geste simple, loin des secrétaires, assistants et employés. « Demain, je serai ici à 11 heures, » promit-elle, acceptant le parapluie que Roger lui offrit pour le chemin jusqu'à l'arrêt de taxi. « Je paierai le reste et un supplément pour le dîner. »« Pas besoin de supplément, » protesta Roger. « C'était juste un dîner simple. »« Ce fut le dîner le plus sincère que j'ai eu depuis des années, » répondit Julie avec une intensité qui les surprit tous les deux. Après son départ, Roger resta pensif. Il y avait quelque chose d'énigmatique chez cette femme. Il regarda sa montre. La pharmacie était déjà fermée. Il devrait aller chercher le médicament de Madame Thérèse demain, dès qu'il recevrait le paiement pour la moto. Ce qu'il ignorait, c'est que cette nuit pluvieuse avait changé le cours de leur vie pour toujours. Le lendemain matin, le soleil brillait sur Paris comme si la tempête de la veille n'avait été qu'un rêve lointain. Roger était arrivé tôt à l'atelier, avait reçu la pièce pour la Ducati et travaillait concentré sur la moto de Julie. Ses mouvements étaient précis, fruit d'années d'expérience, mais son esprit vagabondait vers la conversation de la veille. Il y avait quelque chose dans la simplicité de cette rencontre qui l'avait marqué. Peut-être n'était-ce que le manque d'une conversation adulte qui n'impliquait pas des factures en retard ou l'état de santé de sa mère. Ou peut-être était-ce le regard de Julie, des yeux qui semblaient porter une histoire bien plus complexe que celle d'une simple employée des RH. À 10h50, alors qu'il serrait la dernière vis de la pompe à essence nouvellement installée, Roger entendit le son d'un moteur puissant s'approcher. Ce n'était pas le rugissement caractéristique d'une moto, mais le murmure doux et reconnaissable d'une voiture de luxe. Essuyant ses mains sur la flanelle accrochée à sa ceinture, il se dirigea vers l'entrée de l'atelier. Son cœur s'accéléra en voyant une Mercedes-Benz GLE 63 AMG noire se garer devant l'atelier. Le véhicule, qui coûtait plus que toutes les voitures qu'il avait déjà réparées, ce mois-là réuni, resplendissait sous le soleil du matin. La portière du conducteur s'ouvrit et, à sa surprise, Julie en descendit. Elle était méconnaissable, cheveux impeccablement coiffés, maquillage subtil mais parfait,
vêtu d'un tailleur pantalon bleu marine à la coupe sophistiquée et de chaussures à talons qui coûtaient probablement l'équivalent d'un mois de loyer de l'atelier. « Bonjour, Roger », le salua-t-elle, avec un sourire, marchant avec assurance vers lui. « Je suis venu comme promis. La moto est prête ?» Roger eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Son expression dut le trahir, car le sourire de Julie vacilla. « Oui, elle est prête », répondit-il, désignant la Ducati d'un geste. « J'ai remplacé la pompe à essence et vérifié tout le système. Vous n'aurez plus de problème. » Julie sortit un élégant porte-carte de son sac de marque, en extrayant une carte de crédit noire sans limite. « Combien cela fait-il au total ?» demanda-t-elle avec naturel. « 1500, comme convenu, » répondit Roger, sa voix plus froide qu'il ne l'aurait voulu. « Voici. » Elle tendit la carte. « Vous pouvez ajouter 500 pour le dérangement d'hier. » Roger regarda la carte mais ne la prit pas. « Je préfère en espèces, » dit-il, se rappelant que la machine à cartes était en panne, un mensonge qui surgit spontanément, motivé par une fierté blessée qu'il ne savait même pas expliquer. « Bien sûr, » acquiesça Julie, l'air légèrement mal à l'aise. Elle ouvrit son portefeuille en cuir italien et en retira 3 billets de 500 €. « J'espère ne pas avoir causé trop de désagréments. » Roger prit l'argent sans compter, le mettant dans sa poche. « Aucun désagrément, cela fait partie du travail, » répondit-il, lui tendant les clés de la moto. « Tout est en ordre. » Un silence gênant s'installa entre eux. Julie semblait vouloir dire quelque chose de plus, mais hésitait. Roger, de son côté, luttait contre un sentiment mêlé de déception et de colère. Il se sentait trahi, comme s'il avait partagé sa vie et ses difficultés avec quelqu'un qui se moquait de lui, derrière un sourire poli. « Roger, commença Julie. « Pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, » l'interrompit-il, se tournant vers ses outils. « La cliente est satisfaite, le service est payé, notre affaire est conclue. »« Ce n'est pas ça, » insista-t-elle, le suivant à l'intérieur de l'atelier. « S'il vous plaît, laissez-moi expliquer. » Roger se retourna brusquement. « Expliquez quoi? Que vous avez menti sur qui vous êtes? Que pendant que je partageais mon simple dîner et parlais des difficultés à payer le médicament de ma mère, vous vous moquiez probablement intérieurement de ma naïveté? »« Je ne me moquerai jamais de vous, » s'exclama Julie, sa voix tremblante. « Ce qui s'est passé hier était réel pour moi, peut-être la partie la plus réelle que j'ai vécue depuis longtemps. »« Réel ?» questionna Roger avec sarcasme. « Qu'est-ce qui était réel exactement? Votre nom est-il vraiment Julie? Travaillez-vous vraiment dans les RH? Ou cela faisait-il aussi partie de la blague de la dame qui voulait voir comment vit le petit peuple ?» Les mots frappèrent Julie comme des flèches. Ses yeux s'embuèrent, mais elle garda une posture droite, respirant profondément avant de répondre. « Mon nom est vraiment Julie. Julie Moreau-Montaigne. Et non, je ne travaille pas dans les RH, admit-elle. Je suis PDG du groupe Montaigne d'investissement. » L'impact de la révélation fit Roger reculer d'un pas. Le groupe Montaigne était l'un des plus grands conglomérats d'affaires du pays, avec des activités dans divers secteurs, de la construction civile à la technologie. « Hier, je suis sorti faire de la moto après une journée particulièrement stressante, » continua-t-elle. « J'avais besoin de me vider la tête, de ressentir quelque chose de différent, du poids des responsabilités. Quand la moto est tombée en panne et que je suis entré dans votre atelier, j'ai vu l'opportunité d'être juste une personne normale pendant quelques heures. » Roger croisa les bras, toujours sur la défensive. « Et pourquoi le mensonge ? » « Parce que quand les gens découvrent qui je suis, tout change, » répondit Julie, s'asseyant sur un tabouret près de l'établi. « Soudain, je ne suis plus une personne, je suis une position, un patrimoine, une connexion utile. Personne ne me voit plus, Roger. Ils ne voient que ce qu'ils peuvent obtenir de moi. » Il y avait une vulnérabilité authentique dans sa voix qui fit Roger hésiter dans son indignation. « Hier soir, pendant que nous mangions ce repas simple et discussion, poursuivit-elle, j'aurais dû être à une réunion du conseil d'administration discutant une fusion de millions de dollars. J'ai tout annulé par message, inventé une urgence médicale, juste pour rester là, être traité comme une personne ordinaire, pas comme l'héritière de l'Empire Montaigne. » Roger décroisa lentement les bras, digérant la révélation. « Vous vous attendez vraiment à ce que je croie ça? Qu'une PDG milliardaire a préféré manger une gamelle dans un atelier plutôt que de conclure des affaires de millions ?» Julie sourit tristement.
L'argent achète le confort, la sécurité, les options, mais il n'achète pas la sincérité. Hier, vous m'avez offert votre aide sans savoir qui j'étais. Vous avez partagé votre repas simple, partagé votre histoire. Savez-vous depuis combien de temps personne ne s'est soucié de moi en tant que personne et non en tant que docteur Montaigne? Le silence revint, plus dense maintenant. Dehors, le bruit de la ville continuait. Klaxons, voix, la vie urbaine à son rythme frénétique. À l'intérieur de l'atelier, cependant, le temps semblait suspendu entre deux mondes qui, contre toute attente, étaient entrés en collision. « Pourquoi revenir ?» demanda finalement Roger. « Pourquoi ne pas simplement envoyer quelqu'un chercher la moto et régler la facture ?»« Parce que ce qui s'est passé hier était important pour moi, » répondit Julie avec simplicité. « Et parce que, même en sachant que ce serait difficile, je devais être honnête avec vous. Je vous le devais après votre gentillesse. » Roger passa la main dans ses cheveux, un geste qui trahissait son conflit interne. Une partie de lui voulait renvoyer cette femme, retourner à son monde de gens réels, de problèmes concrets. Une autre partie, cependant, reconnaissait la solitude dans ses yeux, la même solitude qu'il voyait dans le miroir chaque matin. « Je ne sais pas quoi dire, » admit-il. « Vous avez un empire à gérer et j'ai un atelier à faire tourner et une mère malade à soigner. Nos mondes sont complètement différents. » « Des mondes différents peuvent se rencontrer, » argumenta Julie se levant du tabouret. « Pouvons-nous recommencer à zéro ?» Sans mensonge cette fois. « Je suis Julie Montaigne, j'ai 38 ans. Je dirige une entreprise que je déteste la plupart du temps et hier soir, j'ai passé la meilleure soirée de ces dernières années en mangeant une simple gamelle dans un atelier de mécanique. » Elle tendit la main, un geste formel qui contrastait avec l'intimité de la confession. Roger hésita un long moment, évaluant tout ce que cette poignée de main pouvait signifier, toutes les complications, tous les abîmes sociaux, toutes les possibilités. Roger Dupont, 42 ans, mécanicien qui rêvait d'être ingénieur et qui apparemment sert une gamelle inoubliable, répondit-il finalement, acceptant la poignée de main. Le contact dura plus que nécessaire, scellant un accord silencieux entre eux. Un accord pour explorer cette connexion improbable, pour voir au-delà des apparences et des circonstances. « À propos, » dit Roger, lâchant sa main, « je dois passer à la pharmacie maintenant pour acheter le médicament de ma mère. L'argent que vous venez de me payer était destiné à cela. »« Puis-je venir avec vous ?» demanda Julie, les surprenant tous deux par la spontanéité de sa demande. Roger regarda la luxueuse Mercedes garée devant l'atelier, puis la femme élégante qui semblait déplacée dans cet environnement de graisse et d'outils. « Vous êtes sûr? La pharmacie est dans le quartier. Nous pouvons y aller à pied. Ce n'est pas exactement l'environnement auquel vous êtes habitué. »« J'essaie de m'habituer à de nouvelles choses, » répondit Julie avec un sourire sincère. « De plus, je marche en talons depuis mes 15 ans. Une promenade ne va pas me tuer. » Roger lui rendit son sourire, prenant les clés pour fermer l'atelier. « Bienvenue dans mon monde, alors. Sans fioriture, sans chauffeur, sans climatisation. »« Cela semble parfait, » répondit Julie, tandis qu'ils sortaient ensemble sur le trottoir ensoleillé du canal Saint-Martin, entamant un voyage qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir. Dans les semaines suivantes, Paris fut témoin de l'improbable, le rapprochement prudent entre deux mondes qui se touchaient rarement dans la métropole ségrégée. Julie commença à fréquenter l'atelier régulièrement, toujours en fin d'après-midi, quand l'activité diminuait. Les visites, initialement déconcertantes pour les employés de Roger, devinrent vite partie de la routine. Hélios, le jeune apprenti de 19 ans, fut le premier à s'habituer à la présence de la femme d'affaires. « Madame Julie est arrivée », annonçait-il naturellement, tandis que Julie garait sa voiture, maintenant un modèle moins ostentatoire, bien que toujours luxueux, à l'entrée de l'atelier. « Je ne suis madame de rien ici », corrigeait-elle toujours, avec un sourire doux, tout en accrochant son blazer et en retroussant les manches de sa chemise, pour aider à organiser les outils ou simplement observer le travail sur place. Ce fut un de ces après-midi, près d'un mois après la rencontre sous la tempête, que Julie rencontra enfin Madame Thérèse. Roger avait hésité à les présenter, craignant le choc culturel, mais une grippe inattendue de sa mère précipita la rencontre. « Je dois passer chez ma mère avant que nous sortions », expliqua Roger ce jeudi-là en fermant l'atelier. Le plan était de dîner dans un restaurant de cuisine régionale du centre-ville,
un juste milieu entre le monde gastronomique sophistiqué de Julie et les lieux plus simples que Roger fréquentait. « Pas de problème, » répondit Julie, tandis qu'il se dirigeait vers la petite maison de ville à 3 pâtés de maison de là. « Je vais enfin rencontrer la fameuse Madame Thérèse. Je suis nerveuse. » Roger rit, surpris. « Vous négociez des fusions de millions d'euros et vous êtes nerveuse à l'idée de rencontrer une dame de 68 ans alitée ?» Julie haussa les épaules. « Les chiffres sont faciles. Les personnes qui comptent pour ceux qui comptent pour moi, ça c'est une autre histoire. » La phrase resta suspendue entre eux tandis qu'ils montèrent les marches de la maison de ville simple mais bien entretenue. L'affirmation implicite que Roger comptait pour elle ne passa pas inaperçue, provoquant une chaleur réconfortante dans la poitrine du mécanicien. Madame Thérèse était assise dans le fauteuil du petit salon, couverte d'une couverture en crochet coloré, regardant son feuilleton de 19 heures. En voyant son fils accompagné, ses yeux fatigués s'illuminèrent de curiosité. « Maman, voici Julie Moreau », présenta Roger, omettant délibérément le nom de famille Montaigne. « La jeune femme à la moto qui est tombée en panne pendant la tempête, tu te souviens que je t'en ai parlé ?»« Bien sûr que je me souviens. Mon fils ne cesse de parler de vous, » répondit Madame Thérèse, avec la franchise directe des personnes âgées, faisant rougir Roger instantanément. « Alors vous êtes la jeune femme qui fréquente mon fils alors qu'il devrait chercher une épouse ?»« Maman !» protesta Roger, embarrassé. Julie rit sincèrement. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Thérèse. Votre fils est un homme extraordinaire. Vous avez fait un excellent travail en l'élevant. » La sincérité dans le ton de Julie désarma la vieille dame, qui l'examina avec un regard neuf. « Vous ne ressemblez pas au genre de jeune femme qui se promène à moto. »« Les apparences sont trompeuses, » répondit Julie, s'asseyant sur l'accoudoir du canapé près du fauteuil. « En réalité, faire de la moto est la seule liberté qu'il me reste parfois. » Quelque chose dans la vulnérabilité de cette confession toucha Madame Thérèse, qui tendit sa main ridée pour toucher la main soignée de Julie. « Vous avez des yeux, tristes pour quelqu'un d'aussi beau. » L'observation perspicace prit Julie par surprise. Roger, percevant le moment délicat, intervint. « Je vais préparer un thé pour vous, madame, et aller chercher vos médicaments. Vous pourrez discuter toutes les deux. » Quand il revint au salon 15 minutes plus tard, il trouva Madame Thérèse et Julie penchées l'une vers l'autre, conversant à voix basse comme de vieilles amies. Sa mère montrait l'album de photographies de famille, le trésor le plus précieux de la maison, et Julie semblait sincèrement enchantée par les histoires derrière chaque image jaunie. « Regardez-le à 12 ans, gagnant la médaille de mathématiques !» s'exclamait Madame Thérèse, montrant une photo de Roger enfant tenant fièrement un certificat. « Il a toujours été intelligent », commenta Julie, regardant Roger avec un sourire chaleureux. « Ça se voit dans ses yeux. » Le dîner au restaurant fut annulé ce soir-là. Au lieu de cela, Julie insista pour préparer quelque chose pour les trois dans la petite cuisine de la maison de ville. Roger l'observa, fasciné, tandis qu'elle évoluait avec une aisance surprenante dans l'espace modeste, préparant un repas simple, mais délicieux, avec les quelques ingrédients disponibles. « Où une femme d'affaires apprend-elle à cuisiner comme ça ?» demanda-t-il, tandis qu'il l'aidait à faire la vaisselle après le dîner. Madame Thérèse s'était déjà retirée dans sa chambre, non sans avoir auparavant donné un câlin serré à Julie et murmuré quelque chose à son oreille qui la fit sourire. « J'ai grandi dans la cuisine de notre maison en Provence, avant que l'empire de mon père ne décolle, » confessa Julie, essuyant une assiette. Maman croyait que chaque femme devrait savoir cuisiner, quel que soit le nombre d'employés qu'elle avait. Elle disait que la nourriture préparée de ses propres mains porte une affection qu'aucun argent ne peut acheter. Cette nuit-là, quelque chose changea entre eux. La barrière invisible qui existait encore, faite de préjugés, de peurs et de mondes différents, commença à se dissoudre de manière irréversible. Les semaines suivantes, une routine s'instaura. Julie commença à travailler à distance les vendredis, depuis un petit appartement qu'elle gardait au centre comme pied-à-terre, afin de pouvoir passer plus de temps à Montmartre. Elle rendait visite à Madame Thérèse régulièrement, apportant des livres et des magazines pour divertir la vieille dame les bons jours et lui tenant silencieusement compagnie les mauvais jours, lorsque la maladie la laissait plus affaiblie. Roger, quant à lui, découvrit des facettes de Julie qu'il n'aurait jamais imaginé exister derrière la façade de la puissante femme d'affaires. Il découvrit son goût pour la littérature russe,
Son étonnante capacité à réparer de petits appareils électroménagers, sa peur irrationnelle des cafards, son rire incontrôlable quand elle s'amusait vraiment, si différent du sourire poli qu'elle affichait sur les photos d'entreprise. Un dimanche particulièrement ensoleillé, 2 mois après cette nuit de tempête, ils décidèrent de faire un pique-nique au jardin du Luxembourg. C'est là, assis sur une nappe à carreaux, observant les familles et les couples qui profitèrent de la journée, que la conversation prit un tour plus sérieux. « J'ai parlé avec le médecin de ma mère hier », commenta Roger, sa voix trahissant une préoccupation mal dissimulée. « Il a suggéré un médicament expérimental pour son état. Il pourrait stabiliser les symptômes beaucoup plus longtemps. » Julie comprit immédiatement ce qui se cachait derrière cette information. Mais la mutuelle ne le couvre pas. « Non », confirma-t-il avec un soupir. « Il est importé. Il coûte près de 20 000 € par mois. Simplement impossible. » Julie se mordit la lèvre, choisissant soigneusement ses mots. Elle savait que pour Roger, fier et indépendant, offrir de l'argent serait une insulte. Leur relation, encore fragile à bien des égards, pourrait ne pas survivre à un tel geste, aussi bien intentionné soit-il. « Je connais quelqu'un à l'ANSM, » dit-elle finalement. « Il existe des programmes d'accès élargis pour les médicaments en phase finale d'approbation. Les patients ayant des cas comme celui de Madame Thérèse peuvent se qualifier pour des études cliniques où le médicament est fourni gratuitement. » Les yeux de Roger brillèrent d'une espérance contenue. « Ce serait... Vous pensez que c'est possible ?»« Je ne peux rien promettre, » répondit Julie avec honnêteté. « Mais je peux essayer. J'ai aussi quelques contacts dans l'industrie pharmaceutique. » La semaine suivante, Julie mobilisa son réseau de contacts avec la même détermination qu'elle appliquait aux négociations d'entreprises les plus importantes. Des appels furent passés, des réunions furent planifiées, des documents furent révisés par son équipe juridique. 10 jours plus tard, Madame Thérèse fut acceptée dans un programme d'études cliniques pour les patients atteints de sa maladie rare. Le médicament expérimental serait fourni gratuitement pendant au moins 1 an, avec possibilité de prolongation. Quand Roger reçut la nouvelle, il était à l'atelier, en train de changer l'huile d'une vieille voiture. Julie apparut sans prévenir, entrant hâtivement, tenant une enveloppe. « Ça a marché », annonça-t-elle sans préambule. « Votre mère a été acceptée dans le programme. » Roger lâcha l'outil qu'il tenait, la regardant avec incrédulité. Sans se soucier de la graisse sur ses mains, il tira Julie dans une étreinte serrée, la soulevant du sol. Quand il la reposa, leurs visages étaient trop proches, leur souffle coupé par l'émotion du moment. « Tu... Qu'est-ce incroyable !» murmura-t-il. « Je ne sais pas comment te remercier. Je n'ai rien fait que n'importe quelle personne ayant les mêmes ressources n'aurait pas fait, » répondit-elle, ses mains encore sur ses épaules. « C'est exactement ça, » rétorqua Roger. « La plupart des gens avec vos ressources ne se soucieraient pas d'un mécanicien de Montmartre et de sa mère malade. » Les yeux de Julie s'humidifièrent. « Tu n'as toujours pas compris, n'est-ce pas? Je ne suis pas là pour tes problèmes, ou parce que j'ai pitié ou par un complexe de sauveuse. Je suis là pour toi, pour nous. » La sincérité brute de cette déclaration frappa Roger comme une vague. Toutes les barrières, toutes les peurs, toutes les différences qu'il avait utilisées comme bouclier fondirent à cet instant. Ce soir-là, après avoir rendu visite à Madame Thérèse pour lui annoncer la bonne nouvelle concernant le traitement, ils marchèrent main dans la main dans les rues du quartier. Ils s'arrêtèrent devant une petite place où un vieux guitariste jouait des chansons populaires françaises. Roger lâcha la main de Julie juste pour chercher quelque chose dans la poche de sa veste. Quand il ouvrit la paume, il y avait une petite bague en argent simple, avec une modeste pierre bleue. « Elle était à ma grand-mère », expliqua-t-il, visiblement nerveux. « Elle est passée à ma mère, qui me l'a donnée quand j'ai eu 30 ans, en disant que je devrais la remettre à la femme qui transformerait mon monde. » Julie regarda la bague, puis Roger, incapable de cacher sa surprise et son émotion. « Ce n'est pas un diamant. Elle n'a pas coûté 3 salaires. Elle n'impressionnera personne de ton cercle social, » continua-t-il. « Mais elle porte l'histoire de ma famille et tout l'amour que je peux offrir. Roger, je... Épouse-moi, dit-il, les mots sortant comme une déclaration et non comme une question. Épouse-moi, et nous construirons un pont entre nos mondes. » Des larmes coulaient librement sur le visage de Julie maintenant. Pendant un moment terrible, Roger craignit d'avoir commis la plus grande erreur de sa vie, d'avoir dépassé toutes les limites. Puis,
Elle tendit sa main gauche, tremblante. « Oui, répondit-elle simplement. Oui, je t'épouse. » La bague glissa parfaitement à son doigt, un symbole improbable d'une union encore plus improbable. Enlacés sous la douce lumière des lampadaires de la place, au son de la guitare du musicien de rue, ils scellèrent la promesse d'un baiser qui défiait toutes les probabilités et les conventions sociales. Ce qu'ils ne savaient pas, en se perdant dans ce moment de pur bonheur, c'est que leur plus grand défi ne faisait que commencer. Car construire un pont entre les mondes exigerait bien plus que de l'amour. Cela exigerait du courage pour affronter les préjugés, les traditions et les intérêts puissants qui feraient tout pour les maintenir séparés. La nouvelle des fiançailles entre Julie, Campos Montaigne et Roger Almeida se répandit comme une traînée de poudre dans les cercles sociaux et d'affaires de Paris. Les journaux économiques publièrent des notes discrètes, tandis que les chroniques mondaines spéculaient ouvertement sur le conte de fées de la PDG et du mécanicien. Sur Instagram, des photos du couple divulguées par des clients de l'atelier devinrent virales, générant des milliers de commentaires, certains romantiques, d'autres cruels dans leurs insinuations sur les intentions de Roger. « N'y prête pas attention », conseillait Julie, supprimant les applications de réseaux sociaux du téléphone de Roger. Les gens vides remplissent leur temps avec des spéculations sur la vie des autres. Mais le véritable test viendrait le dimanche suivant, lorsque Julie présenterait enfin son fiancé à sa famille. Le manoir des Montaigne occupait un terrain de 5000 mètres carrés dans le quartier exclusif de Neuilly-sur-Seine. Entouré de hauts murs et d'un système de sécurité digne d'une ambassade, la propriété affichait des jardins méticuleusement entretenus, une piscine olympique et un garage souterrain où reposait l'impressionnante collection de voitures d'Antoine Montaigne, patriarche de la famille. « Tu n'as pas besoin d'être nerveux », Julie tenta de rassurer Roger tandis que la voiture s'approchait de l'imposant portail d'entrée. « Ce ne sont que des gens qui contrôlent la moitié de l'économie française », répondit-il, ajustant pour la 10e fois la cravate que Julie avait insisté pour qu'il porte. « Oublie les affaires. Aujourd'hui, nous sommes juste une famille qui déjeune le dimanche. » Elle sourit, serrant sa main. « De plus, mon père a commencé de zéro. Il respectera ton histoire. » L'optimisme de Julie se montra excessif dès les premières minutes de la rencontre. Antoine Montaigne, un homme de 68 ans à la posture militaire et au regard pénétrant, serra à peine la main de Roger avant de lancer la première pique. « Alors vous êtes le mécanicien qui a réparé la moto de ma fille et qui veut maintenant réparer sa vie aussi ?» demanda-t-il sans embâge, tandis qu'il indiquait les sièges dans le luxueux salon. « Papa !» protesta Julie. « Pardonnez-moi, monsieur », répondit Roger avec un calme surprenant, « mais je ne vois rien de cassé dans la vie de votre fille qui ait besoin d'être réparée. Je suis ici parce que nous sommes tombés amoureux, tout simplement. » Antoine haussa un sourcil clairement surpris par la réponse directe. Avant qu'il ne puisse répliquer, Marthe Montaigne, la mère de Julie, entra dans le salon. Contrairement à son mari, elle reçut Roger avec une étreinte chaleureuse. « Enfin, nous rencontrons l'homme qui a fait que notre Julie a abandonné ce bureau les week-ends, » dit-elle avec une sympathie sincère. « Bienvenue chez nous. » Le déjeuner se déroula dans une atmosphère tendue. Assis à la table de salle à manger qui aurait facilement pu accueillir 20 personnes, Roger tentait de se concentrer sur les règles d'étiquette que Julie lui avait enseignées à la hâte. Quelle fourchette utiliser pour la salade? Quand était-il approprié de boire le vin? Chacun de ces gestes était observé avec une attention microscopique par Antoine, qui échangeait occasionnellement des regards significatifs avec Richard, le frère aîné de Julie, cadre du groupe Montaigne. La conversation tournait autour de sujets apparemment inoffensifs, la politique, le marché financier, les dernières sorties culturelles, mais chaque thème semblait soigneusement choisi pour souligner l'abîme social et éducatif entre Roger et la famille Montaigne. « Et que pensez-vous de la nouvelle politique de taux d'intérêt de la Banque centrale ?»« Roger ?» demanda Richard à un certain moment, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je pense qu'elle bénéficie à ceux qui ont déjà accumulé du capital et nuit aux petits entrepreneurs comme moi, » répondit Roger avec sincérité. « À l'atelier, nous ressentons l'impact direct lorsque les clients reportent les entretiens préventifs parce que le budget familial est serré. » Sa réponse simple mais perspicace provoqua un bref silence à table. Julie sourit fièrement, serrant sa main sous la nappe en lin égyptien.
Ce fut pendant le dessert qu'Antoine aborda finalement l'éléphant dans la pièce. Posant sa cuillère en argent à côté du ramequin de crème brûlée, il regarda directement Roger. « Soyons francs, dit-il, sa voix contrôlée mais ferme. Ma fille vaut environ 2 milliards d'euros. Elle est actionnaire majoritaire d'entreprises qui emploient plus de 15 000 personnes. Croyez-vous vraiment avoir les moyens de lui offrir une vie adéquate ? » « Papa, c'est complètement inutile, » intervint Julie, son visage rougi de colère. Roger posa gentiment sa main sur son bras, indiquant qu'il pouvait répondre par lui-même. Il regarda Antoine directement, sans intimidation. « Monsieur Montaigne, avec tout le respect que je vous dois, votre fille n'est pas une propriété dont la valeur peut être calculée en euros. Si nous parlons d'argent, alors non, je ne peux pas lui offrir de manoir ou de jet privé. Mais si nous parlons de vie, de bonheur, de partenariat, je crois pouvoir lui offrir quelque chose qu'elle valorise bien plus. » Antoine sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son expression. De belles paroles, commodément romantiques pour quelqu'un intéressé par la fortune Montaigne. Roger sentit le sang lui monter au visage. Il respira profondément, se contrôlant. « Je comprends votre préoccupation. À votre place, je penserais probablement la même chose. » Il se leva calmement, surprenant tout le monde à table. « C'est pourquoi je veux proposer quelque chose. Je suis prêt à signer un contrat prénuptial renonçant à tout centime de la fortune de votre fille, tant de son vivant qu'en cas de séparation ou de décès. Pas un seul euro. » Le salon plongea dans un silence absolu. Julie regardait Roger avec un mélange de choc et d'admiration. Marthe Montaigne porta la main à ses lèvres, surprise. Richard échangea un regard confus avec son père. « Ce n'est pas nécessaire, » commença Julie, mais Roger l'interrompit gentiment. « Si, mon amour, c'est nécessaire pour que ta famille comprenne que je ne suis pas avec toi pour l'argent, pour le statut, ou pour quoi que ce soit d'autre que ce que nous ressentons l'un pour l'autre. » Antoine étudia Roger avec un nouvel intérêt, comme un scientifique réévaluant un échantillon qui présentait un comportement inattendu. « Un geste noble, » concéda finalement le patriarche. « Mais les mots et les papiers sont faciles. Le caractère se prouve par les actions au fil du temps. Je suis prêt à prouver mon caractère de la manière que vous jugerez appropriée, » répondit Roger toujours debout. Un sourire calculé apparut sur les lèvres d'Antoine. « Dans ce cas, j'ai une proposition. Travaillez au sein du groupe Montaigne pendant 6 mois. Recevez une formation adéquate, comprenez comment fonctionne le monde des affaires, prouvez votre valeur au-delà de l'atelier. Si à la fin de cette période vous démontrez aptitude et engagement, je reconsidérerai ma position sur cette relation. »« Papa, c'est absurde, » protesta Julie, se levant elle aussi. « Tu ne peux pas traiter ma vie personnelle comme un processus de sélection d'entreprise. »« J'accepte, » répondit Roger avant qu'elle ne puisse continuer, « avec une condition que pendant cette période, notre relation soit respectée et qu'aucune ingérence ne soit faite. » Antoine tendit la main. « Nous avons un accord alors. » Quand ils quittèrent le manoir des Montagnes des heures plus tard, un silence pesant emplissait la voiture. Julie conduisait, ses jointures blanches, à force de serrer le volant. « Tu n'aurais pas dû accepter ça, » dit-elle finalement quand ils s'arrêtèrent à un feu rouge. « Mon père n'a pas le droit de te tester comme si tu étais un produit en période de garantie. » Roger regarda par la fenêtre, observant la ville qui défilait, un Paris aux contrastes brutaux, où les mondes parallèles se croisaient rarement. « Il a raison sur un point, » répondit-il pensivement. « Nos mondes sont très différents. Si nous voulons construire une vie ensemble, je dois comprendre ton univers, tout comme tu t'es efforcé de comprendre le mien. Mais travailler au sein du groupe Montaigne, sous la supervision de mon père, il fera tout pour t'humilier pour prouver qu'il avait raison. Peut-être, » concéda Roger avec un petit sourire, « ou peut-être que je le surprendrai. » La transformation commença la semaine suivante. D'abord, ce fut la garde-robe. Julie emmena Roger chez un tailleur traditionnel au centre de Paris, où il fut mesuré et ajusté pour des costumes qui coûtaient plus de 6 mois de loyer de l'atelier. Ensuite vinrent les cours intensifs, comportement d'entreprise, finances de base, anglais des affaires, dispensés par des tuteurs privés, discrètement engagés par Julie. L'atelier fut confié aux bons soins d'Hélios, l'apprenti promu gérant, avec Roger ne supervisant que les week-ends. Madame Thérèse, répondant maintenant bien au nouveau traitement, observait la transformation de son fils
avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Tu ressembles à un cadre, mais tes yeux sont tristes », commenta-t-elle quand Roger apparut dans sa chambre, vêtu d'un impeccable costume bleu marine le matin de son premier jour au groupe Montaigne. « Ce n'est que le début, maman, » répondit-il, ajustant sa cravate. « Parfois, nous devons sortir de notre zone de confort pour grandir. » Le groupe Montaigne occupait les 10 derniers étages d'un imposant gratte-ciel à La Défense, cœur financier de Paris. Dans le cadre du test, Roger fut affecté au département des opérations, commençant comme analyste junior, un poste normalement occupé par des jeunes diplômés 20 ans plus jeunes que lui. Les premiers mois furent brutaux. Roger travaillait 16 heures par jour, se partageant entre l'apprentissage corporatif et les visites rapides à l'atelier pour s'assurer que tout allait bien. Les week-ends, auparavant dédiés à Julie et Madame Thérèse, incluaient maintenant des heures à étudier des rapports et à se préparer pour la semaine suivante. Son superviseur direct, un jeune MBA de 28 ans personnellement désigné par Antoine Montaigne, semblait déterminé à trouver des défauts dans son travail. Les tâches les plus fastidieuses et impossibles étaient systématiquement dirigées vers son bureau, tandis que les opportunités de se distinguer allaient à d'autres analystes. « Il essaie de te briser », observa Julie lors d'un rare dîner en tête-à-tête, 3 mois après le début de l'expérience. « Tu as l'air épuisé. » Roger ne nia pas. De profondes cernes marquaient son visage auparavant bronzé, maintenant pâle par manque de soleil. Ses mains, autrefois calleuses par le travail physique, ne présentaient plus que la marque rouge d'un stylo entre l'index et le majeur. « Ce n'est pas seulement la fatigue, » admit-il, jouant distraitement avec la nourriture dans son assiette. « C'est le sentiment de ne pas appartenir. Je passe la journée à parler de feuilles de calcul, d'indicateurs, d'optimisation des ressources. Et je me demande quelle différence réelle cela fait dans la vie des gens. L'atelier te manque, constata Julie, non comme une question, mais comme une vérité évidente. Il me manque de voir le résultat concret de mon travail, de réparer quelque chose de cassé et de le rendre fonctionnel, de savoir que j'ai aidé quelqu'un à rentrer chez lui en toute sécurité. Il soupira, passant la main dans ses cheveux maintenant méticuleusement coupés. À l'atelier, j'étais sûr de ma valeur. Au groupe Montaigne, je ne suis qu'un costume cher de plus, essayant d'impressionner des gens qui ne se soucient pas de moi. Julie observa l'homme en face d'elle, l'homme qui avait sacrifié son authenticité pour prouver son amour. La transformation externe était impressionnante, mais le coup interne était visible. L'éclat dans les yeux de Roger, cette étincelle de passion qu'il avait conquise, s'éteignait progressivement. Cette nuit-là, tandis que Roger dormait épuisé à ses côtés, Julie prit une décision. Elle ne permettrait pas à son père de détruire l'esprit de l'homme qu'elle aimait juste pour prouver un point. Il y avait une autre manière, une qui permettrait à Roger de conserver son essence tout en naviguant dans le monde de l'entreprise. Le lendemain matin, sans prévenir Roger, Julia sollicita une entrevue privée avec son père. Pendant 2 heures, ils restèrent enfermés dans le bureau privé d'Antoine au dernier étage de l'immeuble. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, les assistants remarquèrent quelque chose d'inhabituel. Antoine Montaigne souriait, un sourire authentique, pas le rictus calculé habituel, qu'il affichait lors de négociations fructueuses. Ce même après-midi, Roger fut convoqué au bureau du président. En entrant dans la pièce imposante, il trouva non seulement Antoine, mais aussi Julia, Richard et 2 autres membres du conseil d'administration. « Monsieur Dubois, » commença Antoine formellement, « il est venu à ma connaissance que vos talents sont sous-exploités dans votre département actuel. » Roger lança un regard confus vers Julia, qui gardait une expression neutre et professionnelle. « Nous avons reçu une proposition intéressante ce matin, » poursuivit le patriarche, « concernant la manière dont votre expérience spécifique pourrait être mieux utilisée au sein du groupe. »« Je ne comprends pas, monsieur, » répondit Roger prudemment. Antoine fit un geste vers Julia qui s'avança, prenant les rênes de la réunion, telle l'exécutive confiante qu'elle était. Le groupe Montaigne a toujours investi dans la responsabilité sociale des entreprises, expliqua-t-elle, distribuant des dossiers aux personnes présentes. Cependant, nos programmes actuels manquent d'un impact réel et mesurable. Elle ouvrit le dossier devant Roger, révélant un projet minutieusement élaboré. Nous proposons la création d'un nouveau département, l'Académie technique Montaigne, un centre de formation professionnelle pour les jeunes à
Faible revenu axé sur la mécanique, l'électronique et les nouvelles technologies. Elle marqua une pause, rencontrant son regard. Et nous aimerions que vous en preniez la direction. Roger regarda les documents devant lui, atone. Plans architecturaux, budget, calendrier, programme d'études préliminaires. Un projet complet qui unissait parfaitement ses connaissances techniques à la structure corporative du groupe. L'idée est de commencer par une unité pilote, poursuivit Julia, professionnelle, comme si elle présentait à n'importe quel autre exécutif. Curieusement, nous avons identifié un emplacement idéal pour cela, à côté de l'atelier Réparation Saint-Pierre, à Montmartre. La proximité permettrait d'utiliser l'atelier comme environnement de pratique pour les étudiants, créant une intégration parfaite entre théorie et application. Les yeux de Roger s'humidifièrent, mais il garda sa contenance. Il comprit immédiatement ce que Julia avait fait, créer un pont parfait entre ces deux mondes, une manière pour lui de conserver son identité tout en naviguant dans l'univers corporatif. « Le projet semble intéressant », commenta-t-il, retrouvant sa voix. « Mais certainement coûteux. Quel serait le retour sur investissement pour le groupe ?» La question, purement corporative par nature, surprit Antoine, qui échangea un regard approbateur avec son fils Richard. « C'est exactement la question à laquelle nous attendons que vous répondiez au cours des 3 prochains mois, » répondit le patriarche. « Considérez cela comme votre projet final avant la conclusion de notre accord. Développer un plan d'affaires complet démontrant la viabilité économique et le retour social de cet investissement. » Lorsque Roger quitta la salle de réunion, portant le dossier avec le projet, il se sentit comme si un énorme poids avait été retiré de ses épaules. Dans l'ascenseur, Julia l'accompagna, gardant une distance professionnelle jusqu'à ce que les portes se referment, les laissant seuls. « C'était toi, dit-il simplement. Tu as fait ça. » Julia laissa un petit sourire apparaître sur ses lèvres. « J'ai juste montré à mon père où nos intérêts s'alignent. Le reste dépend de toi. » Roger serra sa main discrètement, un geste qui portait plus de gratitude et d'amour que n'importe quel mot ne pourrait exprimer. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et ils suivirent des chemins séparés dans le hall d'entreprise, pour l'instant, toujours habitant de mondes différents, mais avec la première pierre fondamentale d'un pont solide entre eux enfin posé. Les 3 mois suivants furent témoins d'une transformation remarquable chez Roger, non pas la transformation superficielle imposée par les costumes chers et le jargon corporatif, mais une véritable métamorphose qui unissait le meilleur de ces deux mondes. Avec l'atelier comme laboratoire et les connaissances académiques acquises au cours des derniers mois, il se plongea corps et âme dans le projet de l'Académie technique Montaigne. La petite salle qui lui avait été désignée au 30e étage du siège social se transforma rapidement en un chaos organisé qui déconcerta les exécutifs traditionnels. Entre rapports financiers et projections de ROA, il y avait des pièces de moteurs démontés, des prototypes d'outils didactiques et des photos de jeunes de la communauté qui pourraient bénéficier du programme. Cet endroit ressemble plus à un atelier qu'à un bureau d'entreprise, commenta Richard Montaigne un après-midi en visitant l'espace sans préavis. Roger, qui avait les manches retroussées alors qu'il démontait un système d'injection électronique sur sa table de travail, sourit sans gêne. « Le secret est justement là, » répondit-il, invitant son beau-frère à s'asseoir. « Je ne crée pas seulement un centre de formation théorique, mais un véritable environnement d'innovation pratique. » À la surprise de Roger, Richard manifesta un intérêt sincère pour le projet. En tant que directeur financier du groupe, sa préoccupation initiale était purement liée aux chiffres, mais à mesure que Roger expliquait le concept derrière l'académie, ses yeux brillaient d'une excitation rarement vue lors des réunions budgétaires. « Mon père ne l'admettrait jamais », confessa Richard tout en examinant les plans architecturaux préliminaires, mais il a commencé comme ça, en démontant des moteurs dans un garage à Belleville. Sa première entreprise était un petit atelier de réparation générale, bien avant l'empire immobilier et les investissements. Cette révélation fut un tournant pour Roger. Comprendre que l'imposant Antoine Montaigne était parti d'origines similaires aux siennes changea complètement sa perspective sur le test imposé par le patriarche. Ce n'était pas seulement une épreuve cruelle, mais un miroir du propre chemin parcouru par son beau-père. Au cours des semaines suivantes, Roger travailla sans relâche à l'élaboration du plan d'affaires.
Pendant la journée, il naviguait entre les réunions avec des partenaires corporatifs potentiels, des architectes et des spécialistes de la formation professionnelle. Le soir, il retournait à l'atelier de Montmartre, où il mettait en œuvre de petits changements qui serviraient de pilote pour le projet plus vaste. Hélios, le jeune apprenti, devint son premier cas de succès. Avec seulement 19 ans et un diplôme d'études secondaires incomplet, le jeune homme avait appris le métier de mécanicien par nécessité, subvenant aux besoins de 3 jeunes frères et sœurs après le décès de son père. Roger l'encouragea à reprendre ses études le soir, tandis que pendant la journée, il appliquait un programme technique structuré, mêlant théorie et pratique. « Tu es en train de transformer mon atelier en salle de classe », observa Madame Thérèse lors d'une visite visiblement plus forte grâce au nouveau traitement. Son ton, cependant, n'était pas celui de la critique, mais de l'admiration. « Je transforme la connaissance en opportunité, maman », répondit Roger, lui montrant le carnet de notes d'Hélios, rempli de diagrammes précis et de calculs que le jeune homme n'aurait jamais imaginé pouvoir exécuter. À mesure que le projet prenait forme, Julia maintenait une distance professionnelle stratégique. En tant que PDG, elle ne pouvait pas être vue favorisant ouvertement le projet de son fiancé, mais elle fournissait de précieux conseils lors des moments privés qu'ils partageaient. « Tu dois penser au-delà de la formation technique », suggéra-t-elle lors d'un dîner dans son appartement. « De quoi d'autre ces jeunes ont-ils besoin pour vraiment transformer leur vie ?» Cette question amena Roger à étendre la portée originale. Outre les compétences mécaniques et technologiques, le programme d'études commença à inclure des modules d'entrepreneuriat, de gestion financière de base et de communication professionnelle. L'idée n'était pas seulement de former des techniciens, mais de futurs entrepreneurs et leaders capables de reproduire les connaissances dans leur communauté. 2 semaines avant la présentation finale au Conseil, alors que le projet semblait enfin consolidé, un obstacle inattendu surgit. Le propriétaire du terrain adjacent à l'atelier, qui avait verbalement accepté la vente pour la construction de l'académie, se rétracta après avoir reçu une offre supérieure d'une chaîne de pharmacie. « C'est une augmentation de près de 40% sur la valeur marchande », expliqua Roger à Julia, visiblement abattu. « Économiquement, cela n'a pas de sens pour le groupe de payer ce prix gonflé. Je devrais trouver un autre emplacement, ce qui signifierait redessiner tout le concept d'intégration avec l'atelier. » Julia observa son fiancé un long moment, réalisant à quel point il avait mûri ces derniers mois. Avant, Roger aurait réagi avec une frustration émotionnelle. Maintenant, il analysait le problème à travers le prisme des affaires, cherchant des alternatives viables. « Et si nous n'avions pas besoin du terrain adjacent ?» suggéra-t-elle, une idée se formant dans son esprit créatif. « Comment ça ? Et si, au lieu d'étendre horizontalement, nous étendions verticalement ?» Le lendemain matin, Roger rencontra l'architecte du projet. Au lieu d'un nouveau bâtiment adjacent à l'atelier, ils développèrent un concept révolutionnaire. La transformation du propre hangar des réparations Saint-Pierre en un espace multifonctionnel de 3 étages. Le rez-de-chaussée resterait un atelier opérationnel, le 2e étage abriterait des salles de classe et des laboratoires théoriques, et le 3e étage serait un espace de coworking pour des projets d'innovation et des start-up incubés par le programme. « Ce n'est pas seulement une solution au problème du terrain », expliqua Roger avec enthousiasme en montrant les nouveaux plans à Richard. « C'est un concept beaucoup plus intégré, où théorie et pratique se déroulent dans le même environnement. Les élèves devront littéralement monter des escaliers du monde pratique au théorique et vice-versa plusieurs fois par jour. » La refonte du projet exigea des nuits blanches et la mobilisation de toute l'équipe, mais 1 semaine avant la date fixée pour la présentation au Conseil, le plan d'affaires révisé était complet, plus solide et innovant que la version originale. La veille de la présentation, alors que Roger révisait ses diapositives pour la dernière fois dans l'appartement de Julia, un appel vidéo interrompit sa concentration. C'était Hélios, euphorique, tenant un papier qui agitait frénétiquement devant la caméra. « J'ai réussi, chef. J'ai passé l'examen de mathématiques appliquées. J'ai eu 8,5. La fierté que Roger ressentit à ce moment-là confirma tout ce qu'il avait construit au cours des derniers mois. Ce n'était pas seulement un projet corporatif ou une stratégie pour impressionner son futur beau-père, c'était sa véritable vocation. « C'est fantastique, Hélios. Je savais que tu y arriverais, » répondit-il,
sincèrement heureux pour le jeune homme. Quand il raccrocha l'appel, il trouva Julia l'observant les larmes aux yeux. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il inquiet. « Tu as enfin trouvé ta place » répondit-elle, émue. « Ni dans l'atelier à travailler seul, ni dans le monde corporatif à suivre des ordres. Ta place est de construire des ponts, Roger. Des ponts entre la connaissance et la pratique, entre l'opportunité et le talent. » Le lendemain matin, la salle de réunion du conseil était intimidante de par sa foule. Outre les membres réguliers, Antoine Montaigne avait invité d'importants actionnaires et même des représentants des pouvoirs publics. Le message était clair, ce ne serait pas une présentation ordinaire, mais un véritable test sous pression. Vêtu d'un costume qui semblait maintenant faire partie intégrante de sa personnalité, et non un déguisement, Roger commença sa présentation par quelque chose d'inattendu, une vidéo d'Hélios expliquant le fonctionnement d'un système d'injection électronique, utilisant une terminologie technique précise qu'il n'aurait jamais maîtrisée sans la méthodologie développée par Roger. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il après la vidéo, « ce que vous venez de voir est le véritable produit que l'Académie technique Montaigne offrira, la transformation par la connaissance appliquée. » Au cours des 30 minutes suivantes, Roger présenta non seulement des chiffres et des projections, mais une vision complète qui unissait responsabilité sociale, innovation éducative et, plus importante encore, durabilité financière. Le projet incluait des partenariats avec des constructeurs automobiles qui fourniraient des équipements en échange de professionnels bien formés, des contrats de maintenance avec des flottes d'entreprises qui seraient prises en charge par les étudiants supervisés, et même un programme de développement de solutions technologiques pour la mobilité urbaine. Quand il arriva à la conclusion, le silence dans la pièce était palpable. Roger savait qu'il avait présenté un projet solide, mais il était également conscient que l'examen minutieux d'Antoine Montaigne irait au-delà des chiffres. « Impressionnant », reconnut le patriarche après un long moment. « Mais j'ai une question fondamentale. Pourquoi le groupe Montaigne devrait-il investir des millions dans la formation technique alors que nous pouvons obtenir des rendements bien plus élevés avec des investissements traditionnels? Quel est le véritable avantage pour nos actionnaires ?» C'était la question que Roger avait anticipée, le dernier test, l'occasion de démontrer qu'il comprenait aussi bien le monde des affaires que la valeur sociale. « Monsieur Montaigne, » répondit-il avec une confiance tranquille, « premièrement, les chiffres que j'ai présentés montrent un ROA de 12% par an après la 3e année d'opération, comparable à de nombreux investissements traditionnels du groupe. Mais la véritable valeur dépasse les états financiers. » Il se dirigea vers la fenêtre panoramique, d'où l'on pouvait voir la ville de Paris dans toute sa grandeur contradictoire, des gratte-ciel miroirs partageant l'horizon avec de vastes quartiers défavorisés. La France forme des milliers de bacheliers par an, mais fait face à un déficit critique de professionnels techniques qualifiés. Cette pénurie ne limite pas seulement la croissance économique du pays, mais perpétue également l'inégalité sociale, en restreignant les opportunités de mobilité économique. Il se tourna vers le conseil, maintenant complètement absorbé par son argumentation. En investissant dans l'Académie technique Montaigne, le groupe ne crée pas seulement une nouvelle branche d'activité potentiellement lucrative, mais se positionne stratégiquement dans un secteur fondamental pour l'avenir du pays. Nous construisons du capital social et humain, renforçant des communautés qui, à leur tour, deviendront des consommateurs plus prospères et des citoyens plus compétents. Il marqua une pause stratégique avant de livrer son argument final. Mais au-delà de tout cela, il y a quelque chose qui ne peut être quantifié dans des feuilles de calcul, l'héritage. Que veut laisser le groupe Montaigne aux prochaines générations? Seulement quelques bâtiments commerciaux et des dividendes trimestriels? Ou la transformation réelle dans la vie de milliers de jeunes qui, tout comme vous au début de votre parcours, n'ont besoin que d'une opportunité pour montrer leur valeur? Le silence qui suivit fut rompu par quelque chose d'inattendu, des applaudissements. Non de Julia ou Richard, qui maintenaient leur neutralité professionnelle, mais de Marthe Montaigne, qui était entrée discrètement au fond de la salle pendant la présentation. Antoine regarda sa femme avec surprise, elle qui participait rarement aux réunions d'entreprise. Elle soutint son regard avec une expression qui mêlait défi et fierté. Ce jeune homme a compris ce qui a toujours été le véritable objectif du groupe Montaigne, Antoine, dit-elle d'une voix ferme. Non pas seulement accumuler de la richesse, mais créer une valeur significative,
C'est ce que tu m'as promis quand nous avons commencé, tu te souviens? Quand tu réparais des moteurs à Belleville et rêvais de construire quelque chose qui durerait des générations. » Les mots de Marthe touchèrent quelque chose de profond chez le patriarche. Son visage sévère s'adoucit légèrement, tandis qu'il regardait Roger avec de nouveaux yeux, non pas comme le mécanicien qui osait aspirer à la main de sa fille, mais comme un reflet de son propre passé et de son propre parcours. Le Conseil délibérera sur le projet et communiquera sa décision dans 3 jours, annonça-t-il formellement, gardant son sang-froid. Mais avant que Roger ne quitte la salle, il ajouta quelque chose de surprenant. Indépendamment du résultat, vous avez prouvé votre valeur, monsieur Dubois, non seulement comme homme d'affaires, mais comme homme de principe. En sortant de la salle de réunion, Roger trouva Julia dans le couloir, gardant la distance professionnelle qu'ils avaient convenue dans l'environnement corporatif. Cependant, leurs yeux communiquaient tout ce que les mots ne pouvaient exprimer à ce moment-là. Fierté, admiration, amour. « J'ai réussi ?» demanda-t-il à voix basse, tandis qu'il se dirigeait vers les ascenseurs. « Tu as fait plus que ça, » répondit-elle discrètement. « Tu lui as fait se souvenir de qui il est vraiment. » 3 jours plus tard, dans la petite salle qui servait de bureau à Roger, le téléphone sonna précisément à 10 heures du matin. C'était l'assistante d'Antoine Montaigne, le convoquant à une réunion immédiate dans le bureau de la présidence. Le cœur battant, mais la conscience tranquille de celui qui avait donné le meilleur de lui-même, Roger ajusta sa cravate, un geste qu'il accomplissait maintenant avec naturel, et se dirigea vers le dernier étage, où l'avenir de l'Académie technique Montaigne et, plus important encore, l'avenir de sa relation avec Julia serait finalement décidé. Lorsque Roger entra dans le bureau de la présidence, il ne trouva qu'Antoine Montaigne, assis non pas à l'imposante table de réunion, mais dans l'un des fauteuils du petit espace salon dans le coin de la pièce. Le patriarche fit un geste l'invitant à s'asseoir en face de lui. Entre eux, sur la table basse, il y avait un dossier en cuir et une vieille boîte en bois. « Un café ?» proposa Antoine, avec une informalité inédite. « Oui, merci » répondit Roger, essayant de déchiffrer le sens de cet accueil atypique. Pendant qu'Antoine servait 2 tasses, Roger remarqua que l'homme semblait différent. Ce n'était pas seulement l'absence de cravate ou la veste accrochée au dossier de la chaise, c'était quelque chose dans ses yeux, une douceur qui n'était pas présente lors de leur précédente rencontre. « Avant de parler du projet, » commença le patriarche après une gorgée de café, « je veux vous raconter une histoire. En 1972, j'avais 15 ans et je travaillais comme balayeur dans un atelier de mécanique à Belleville. Le propriétaire, un Portugais nommé Manuel, remarqua mon intérêt pour les moteurs et commença à m'enseigner le métier après les heures de travail. » Roger écoutait attentivement, surpris par la révélation personnelle. « À 18 ans, j'étais déjà le meilleur mécanicien de la région. À 20 ans, j'ai obtenu un prêt pour ouvrir mon propre atelier. À 25 ans, je l'ai transformé en une petite usine de pièces automobiles. Et à 30 ans, quand j'ai rencontré Marthe, j'avais déjà ma première entreprise immobilière. » Antoine ouvrit la boîte en bois, révélant de vieux outils, soigneusement préservés. Ce furent mes premiers outils. Manuel me les a donnés quand j'ai ouvert mon entreprise. Je les ai gardés en souvenir d'où je viens. Votre fils a mentionné quelque chose à propos de vos débuts, mais je n'imaginais pas que cela ait été si... Roger chercha le mot juste. « Humble » compléta Antoine avec un rare sourire. « La plupart des gens ne le savent pas. Je préfère que ce soit ainsi. Dans le monde des affaires, l'image de solidité vaut plus que l'histoire qui la sous-tend. » Il referma la boîte avec une prudence presque révérencieuse avant de continuer. « Quand Julia vous a présenté, j'ai vu seulement le mécanicien qui, à mon avis, voulait un raccourci vers la richesse. C'était préjudiciable et injuste. Je n'ai pas réussi à discerner chez l'homme devant moi le même élan, la même détermination qui m'a porté en avant. » Antoine poussa le dossier en cuir vers Roger. « Le Conseil a approuvé à l'unanimité le projet de l'Académie technique Montaigne. Félicitations. » Roger ouvrit le dossier, y trouvant les documents officiels avec les signatures nécessaires et le calendrier de mise en œuvre commençant dans seulement 30 jours. C'était une victoire professionnelle sans équivoque, mais il attendait toujours la partie personnelle de la décision. Comme s'il lisait dans ses pensées, Antoine se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant la ville un instant avant de se tourner à nouveau vers Roger. « Quant à l'autre sujet, votre relation avec ma fille,
J'ai passé ces 6 mois à observer non seulement votre performance professionnelle, mais aussi votre caractère. J'ai vu comment vous avez traité les employés de tous les niveaux avec le même respect. Comment vous avez maintenu votre intégrité même sous pression. Comment vous êtes resté fidèle à vos origines tout en embrassant de nouvelles connaissances. Il marqua une pause comme s'il pesait soigneusement les mots suivants. Plus important encore, j'ai vu ma fille vraiment heureuse pour la première fois depuis de nombreuses années. Julia a toujours été brillante, déterminée, perfectionniste, des qualités qui l'ont menée au sommet du monde de l'entreprise, mais qui l'ont aussi isolée en tant que personne. Avec vous, elle a redécouvert des parties d'elle-même qu'elle avait perdues en chemin. Roger sentit un nœud dans la gorge. Après des mois d'épreuves, cette reconnaissance signifiait plus que toute approbation d'entreprise. Par conséquent, conclut Antoine en tendant la main, en tant que père, et non en tant que président du groupe, je donne ma bénédiction au mariage, sans condition ni réserve. La poignée de main scella non seulement l'approbation formelle, mais aussi le début d'une nouvelle relation entre les deux hommes. Quand Roger se leva pour partir, Antoine le surprit par une brève mais sincère accolade. « Bienvenue dans la famille, Roger ». La nouvelle de l'approbation du projet et de la bénédiction du mariage fut accueillie avec des larmes de joie par Julia, qui attendait avec impatience dans le bureau de Roger. L'étreinte qu'ils partagèrent là, entourée de plans d'architectes et de rapports financiers, symbolisait l'union parfaite des mondes qu'ils avaient bâtis ensemble. Dans les semaines qui suivirent, la vie du couple se transforma en un tourbillon de préparatifs. Tandis que les travaux de rénovation de l'atelier commençaient, Roger et Julia se plongèrent dans les plans du mariage, qui devait avoir lieu dans 3 mois. « Je veux quelque chose qui représente qui nous sommes vraiment », insista Julia lors d'une réunion avec l'organisatrice d'événements suggérée par sa mère. Ni ostentation inutile, ni simplicité artificielle. Un véritable équilibre entre nos mondes. Ils trouvèrent cet équilibre dans un lieu surprenant. Le musée du Luxembourg, récemment restauré avec ses jardins néoclassiques et son architecture historique. Un espace qui honorait la mémoire et la tradition, des valeurs importantes pour Roger, tout en offrant l'élégance intemporelle qui reflétait la sophistication naturelle de Julia. La liste des invités représentait également cette fusion. Des cadres du groupe Montero côtoyaient des mécaniciens de l'atelier, des mondains qui fréquentaient les chroniques des magazines, partagèrent des tables avec des habitants de la banlieue populaire où Roger avait grandi. Des professeurs d'université qui avaient accepté de faire partie du corps professoral de l'académie discutaient avec animation avec de jeunes apprentis désireux d'étudier. Pour Madame Thérèse, dont la santé s'était considérablement améliorée grâce au traitement expérimental, la préparation du mariage apporta une nouvelle énergie. Elle s'impliqua activement dans le choix du menu, insistant sur l'inclusion de plats lyonnais traditionnels qu'elle avait appris à Julia à préparer lors de leurs après-midi ensemble. « Je n'aurais jamais imaginé que je vivrais pour voir mon fils épouser une jeune femme si spéciale », confia la dame à Martine Monteiro lors d'un après-midi thé au manoir des Monteiro. Une rencontre qui était devenue un rituel hebdomadaire entre les futures belles-mères. Le rapprochement entre les deux femmes, si différentes par leurs origines, mais si semblables par leurs valeurs fondamentales, fut l'une des plus belles transformations qui accompagnèrent l'union des jeunes. Martine trouva en Thérèse une amie sincère, libre des agendas cachés et des intérêts qui imprégnaient normalement ses relations sociales. Thérèse, quant à elle, gagna une confidente qui comprenait les complexités d'élever des enfants déterminés à suivre leur propre chemin. Pendant ce temps, les travaux à l'atelier avançaient à un rythme accéléré. Le projet architectural qui transformerait le simple hangar en un espace éducatif de pointe conservait des éléments originaux de la structure, préservant l'histoire du lieu, tout en le préparant pour un nouveau chapitre. Lors de visites hebdomadaires sur le chantier, Roger et Julia suivaient chaque détail, suggérant souvent des adaptations qui serviraient au mieux à l'intégration entre la théorie et la pratique. « Je n'ai jamais vu ma fille aussi impliquée dans un projet », commenta Antoine après l'une de ses visites, tout en prenant un simple café au café du coin avec Roger. Un autre rituel qui s'était établi entre eux. « Pas même lorsque nous avons lancé la division technologique du groupe. »« C'est parce que ce projet a une âme, pas seulement une stratégie, » répondit Roger. Julia a toujours été brillante en affaires, mais ici elle peut connecter cela avec un impact réel, tangible.
Antoine hocha la tête, pensif. Vous savez, quand j'ai commencé, j'avais cette même passion. Je voulais changer le monde, créer des opportunités. À un moment donné, les chiffres ont commencé à importer plus que les gens. Il n'est jamais trop tard pour se reconnecter à ce but original, suggéra Roger, se surprenant de la naturalité avec laquelle il conseillait désormais le puissant homme d'affaires. Le matin du mariage, Paris se leva avec un ciel exceptionnellement bleu, une rareté dans la métropole généralement couverte d'un voile de pollution. Roger interpréta le phénomène comme un signe d'approbation des cieux pour l'union improbable qu'il célébrerait ce jour-là. La cérémonie, menée dans les jardins du musée, fut un spectacle d'élégance et d'émotion. Julia, marchant aux côtés de son père sur le tapis blanc qui traversait la pelouse impeccable, portait une robe qui, comme tout dans sa nouvelle vie, représentait la fusion parfaite des mondes. Créée par un styliste renommé, mais incorporant des dentelles faites artisanalement par une coopérative de femmes des quartiers populaires, faisant partie du réseau de projets sociaux que l'Académie commencerait à soutenir. Roger l'attendait sous une arche de fleurs indigènes françaises, vêtue d'un costume impeccable qui semblait désormais aussi naturel que les t-shirts d'atelier qu'il portait par le passé. À ses côtés, comme témoin, se tenait Elio, non plus seulement l'apprenti, mais le gérant officiel de l'atelier et le premier instructeur confirmé pour l'Académie. Les vœux qu'ils échangèrent, écrits par eux-mêmes, émurent même les invités les plus sceptiques quant à l'union. Ils parlèrent non seulement d'amour, mais de respect mutuel, d'apprentissage continu, de construction de ponts entre des réalités différentes qui, ensemble, formaient un tableau plus complet de la société française. Tu m'as appris que la vraie valeur ne se mesure pas en chiffres, mais en impact sur la vie des gens, déclara Julia, sa voix ferme malgré les larmes qui brillaient dans ses yeux. Et tu m'as montré que rêver grand n'est pas le privilège de quelques-uns, mais le droit de tous ceux qui ont le courage de transformer les obstacles en marche, répondit Roger, tenant ses mains comme si elles étaient le bien le plus précieux du monde. La fête qui suivit fut comme tout ce qui concernait ce couple, un équilibre parfait entre sophistication et convivialité. De la gastronomie à la musique, chaque élément avait été soigneusement choisi pour célébrer la diversité française et créer des ponts entre des mondes qui se rencontraient rarement. Ce fut pendant cette célébration qu'Antoine Monteiro surprit tout le monde avec une annonce imprévue. Demandant l'attention des invités, le patriarche révéla que le groupe Monteiro était en train de créer un fonds d'investissement social de 100 millions d'euros pour reproduire le modèle de l'Académie technique dans d'autres régions du pays. Ce fonds portera le nom de Thérèse Almeida, déclara-t-il, regardant avec respect la mère de Roger qui rougit intensément à ses côtés. Une femme qui, avec des ressources limitées, mais un amour illimité, a formé l'homme qui fait aujourd'hui partie de notre famille et nous inspire à être meilleurs. L'applaudissement qui suivit scella définitivement l'union non seulement de deux individus, mais de visions du monde complémentaires. 3 mois après le mariage, la vie du couple avait trouvé son propre rythme. Ils s'étaient installés dans une maison à Neuilly-sur-Seine. Ni le manoir ostentatoire qui symboliserait uniquement le monde de Julia, ni l'appartement modeste qui représenterait seulement les racines de Roger, mais un espace qu'ils avaient choisi et décoré ensemble, créant quelque chose d'entièrement nouveau. Madame Thérèse, désormais considérablement rétablie grâce au traitement expérimental, occupait la maison d'hôte sur le même terrain, préservant son indépendance tout en maintenant la proximité familiale qu'il valorisait tant. Julia continuait en tant que PDG du groupe Monteiro, mais avait délégué plusieurs responsabilités opérationnelles pour se consacrer à des projets stratégiques, notamment ceux liés à la responsabilité sociale des entreprises. Roger partageait son temps entre la direction de l'Académie, qui se préparait à inaugurer sa première promotion, et des participations ponctuelles aux réunions du conseil d'administration, où sa perspective unique apportait des approches innovantes aux questions traditionnelles. Ce fut un dimanche après-midi, alors qu'il supervisait les derniers détails de l'Académie avant l'inauguration prévue pour la semaine suivante. Coïncidemment, à l'anniversaire du décès du père de Roger, que Julia sentit la première contraction. « Je pense que c'est juste de la fatigue », insista-t-elle, qui était au 8e mois d'une grossesse étonnamment tranquille. Il reste encore 4 semaines. Roger, cependant, reconnut immédiatement la situation. « Ce bébé est comme nous. Il ne suit pas les horaires conventionnels, » plaisanta-t-il, cachant son inquiétude alors qu'il la conduisait doucement vers
La voiture. À l'hôpital, ils confirmèrent ce que Roger soupçonnait déjà. Le travail avait commencé prématurément. Les heures suivantes furent une montagne russe d'émotions. Des complications inattendues survinrent, nécessitant une césarienne d'urgence. Tout au long du processus, Roger ne quitta pas Julia un instant, lui tenant la main, l'encourageant, étant son roc, tandis que les médecins travaillaient pour assurer la sécurité de la mère et de la fille. « Je n'ai jamais eu autant peur de toute ma vie », confierait-il plus tard à Elio qui attendait avec impatience dans la salle d'attente avec toute la famille. Là, j'ai réalisé que toutes les conquêtes, tous les projets, tout l'argent du monde ne signifient rien si nous n'avons pas les personnes que nous aimons à nos côtés. Après des heures d'angoisse, le cri puissant du nouveau-né résonna dans la salle d'accouchement, apportant soulagement et jubilation. Clara Thérèse Almeida Monteiro vint au monde comme une véritable synthèse des mondes de ses parents. Petite mais forte, délicate mais déterminée, avec les yeux perspicaces de Julia et le sourire généreux de Roger. Quand la famille se réunit pour connaître la nouvelle venue, le moment fut d'une félicité presque transcendante. Madame Thérèse, émue de découvrir que sa petite-fille portait son nom, ne pouvait retenir ses larmes en tenant le petit paquet dans ses bras. Antoine Monteiro, le puissant homme d'affaires connu pour sa dureté, fut surpris en train de murmurer des mots doux à sa petite-fille, lui promettant le monde. Une semaine plus tard, avec Julia et le bébé toujours à l'hôpital mais hors de danger, Roger insista pour maintenir la date de l'inauguration de l'académie. « C'est ce que Julia voudrait », affirma-t-il avec conviction. Ces deux rêves sont nés ensemble. Il est approprié qu'ils se réalisent ensemble. La cérémonie d'inauguration, plus modeste que prévu, initialement en raison des circonstances, comptait la présence des 50 jeunes sélectionnés pour la première promotion, tous issus de quartiers défavorisés de la région. Parmi eux se trouvaient 3 des jeunes frères d'Elio, symbolisant parfaitement l'impact intergénérationnel que le projet visait à atteindre. Roger mena la cérémonie avec la même passion et éloquence qui avait impressionné le conseil des mois auparavant. En coupant le ruban inaugural, il était entouré non pas d'exécutifs ou d'autorités, mais par les étudiants eux-mêmes, les véritables protagonistes de cette histoire. L'Académie technique Monteiro naît aujourd'hui avec une mission simple, mais profonde, déclara-t-il aux personnes présentes et aux caméras qui transmettèrent l'événement. Construire des ponts entre la connaissance théorique et l'application pratique, des ponts entre l'opportunité et le talent, des ponts entre des mondes qui, bien que semblant lointains, ont beaucoup à s'offrir mutuellement. Il regarda la caméra sachant que Julia regarderait depuis l'hôpital. Tout comme la petite Clara, née il y a quelques jours, cette académie représente l'union du meilleur de 2 mondes. Et tout comme elle, nous espérons qu'elle grandira forte, déterminée et engagée envers une France plus juste et intégrée. Tandis que les jeunes étudiants exploraient avec enthousiasme les nouvelles installations. Roger se retira brièvement pour un appel vidéo avec Julia, qui avait tout regardé depuis sa chambre d'hôpital, Clara dormant tranquillement dans ses bras. « Nous avons réussi, mon amour », dit-elle, son visage radieux malgré la fatigue évidente. « Quand cette tempête m'a fait m'arrêter à ton atelier, je n'aurais jamais pu imaginer où nous arriverions. »« Le meilleur, c'est que ce n'est que le début, » répondit Roger, son cœur débordant de gratitude et d'espoir. « Nous avons toute une vie devant nous, et maintenant, une petite raison de 3 kg 200 grammes pour la rendre encore plus extraordinaire. » En raccrochant l'appel pour retourner à la cérémonie, Roger réfléchit au parcours improbable qu'il avait mené là, de l'humble atelier à la salle du conseil, du décompte angoissé de chaque euro pour acheter des médicaments à la création d'opportunités pour des centaines de jeunes, de la rencontre fortuite par une nuit de tempête à la construction d'une famille qui transcendait les barrières sociales. La vie, conclut-il, était comme les moteurs qu'il avait passé sa vie à réparer, complexes, parfois imprévisibles, mais capables de générer force et mouvement lorsque toutes les parties travaillent en harmonie, chacune remplissant son objectif unique dans le grand ensemble. Et tout comme dans les moteurs, les étincelles les plus puissantes naissent souvent de la rencontre improbable entre des éléments différents, créant la combustion qui fait avancer le monde.